Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On a un explorateur, Jules Porret de Blosseville, qui est complètement oublié aujourd'hui, qui voulait explorer cette région, qui va disparaître avec la Lilloise. Je crois que de mémoire, on est en 1840. Il y a beaucoup d'expéditions qui voient ces côtes, qui essayent de s'en approcher, qui disent « ah bah il n'y a personne ». Je suspecte que les Esquimaux, quand ont dû voir des bateaux au loin, ont dû un peu aussi se fondre dans le paysage. Ouais. Et les Danois ont eu là, on leur tape beaucoup dessus sur l'histoire du Groenland, qui est un territoire désormais autonome. On reproche leur colonisation, qu'on dit. Mais ils ont néanmoins, quand ils ont découvert on a découvert ces Esquimaux de la côte Est, ils ont compris qu'il fallait les préserver, les protéger et les étudier, et que tout ça allait muter. Et la grande mutation aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, où le Groenland va devenir important, bien sûr. Avec ses bases aériennes. Et après, avec la guerre froide, il sera toujours important. On va l'oublier, puis là, il revient dans l'actualité parce que voilà. On est d'accord. Il en reste encore aujourd'hui, d'ailleurs Ouais, et aujourd'hui, ils sont 3500 habitants. Donc 2500, enfin ouais, à peu près 3000 sur la ville d'Ammassalik. Donc on les a regroupés. Il y avait plusieurs villages. On a tendance à les regrouper pour qu'il y ait des infrastructures, les hôpitaux, etc. Et puis il y en a 500 qui sont plus au nord, à Itokotormik, le Scoresbysson, là où Charcot-Alec, 500 km plus au nord, une colonie qu'on avait mise. Et j'y étais encore cet été. C'est une société qui a pris la modernité. Nous, on a mis 2 millénaires à l'assimiler. Eux, ils ont eu 70 ans. Donc, il y a eu des choses bien, une longévité, des conditions de vie qui sont meilleures. Des choses moins bien, un phénomène, on pourrait dire, d'acculturation, où l'Inuit se dit que ses ancêtres vivant nus dans des maisons en pierre et chassant le phoque, c'est peu glorieux. Mais nous, c'était pareil dans les années 70. Oui, les vieux métiers, la France paysanne, on en avait honte, quoi. Et puis, il y a un côté négatif avec un alcoolisme, un taux de suicide. Et moi, en allant là, souvent là-bas, j'ai choisi n'être ni en fait naïf et romantique en disant c'était Paul-Émile Victor, c'était génial, c'était mieux avant, ni être ils sont tous dégénérés. Mais je pense que dans toutes les sociétés, de toute façon, on a nos atouts, nos fragilités. C'est dur d'avoir un œil neuf, en fait, et surtout le plus neutre possible, j'imagine. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es là-haut, comme je l'appelle, j'avais un guide, Tobias, une sorte de fixeur qui me permettait d'aller dans des endroits, parce que tu peux y aller tout seul, mais ça peut vite être la panade. Et Tobias, j'avais des grandes discussions avec lui et il m'a changé mon regard. Parce que moi, je disais, il ne faut pas toucher le Groenland. Le Groenland de Paul-Émile Victor. Et il me disait, t'es gentil, moi j'ai envie de me développer. Et la Norvège qui est juste en face, tu lui fais pas de cours de morale alors qu'elle siphonne tout le pétrole. Exactement. T'es qui pour me dire ça? Donc du coup, j'ai changé depuis 20 ans, j'ai changé mon regard. Ouais. Justement, Paul-Émile Victor, il a été conscient, il a eu conscience des débuts de changement climatique? Alors, la bonne conscience du moment, on dit que oui, parce qu'il a créé en 1974 le groupe de la défense de l'homme et de son environnement. Il avait pris conscience, grâce à sa femme, sa deuxième femme, Colette, en lisant Rachel Carlson, grande océanographe des États-Unis, qui avait écrit Le Printemps silencieux, s'apercevant que les pesticides tuaient les insectes et les oiseaux. Et Victor a une révélation en disant « la vache !» Et il comprend que la planète est à l'orée de quelque chose. Il y a une émission, Les Dossiers de l'écran, en 80, avec un film de Cousteau sur le plateau, Tazieff et Victor. Incroyable. Où ils débattent de tout ça. Alors, l'extrait de l'INA vous fait passer, parce qu'on aime bien maintenant être manichéen, vous fait passer Tazieff pour un héros qui a tout compris, Cousteau avec son visage très dur pour un abruti, et Victor, on le voit pas trop. Mais c'est plus subtil que ça. Ils pressentaient qu'il y avait des changements. Ils savaient pas si c'était une glaciation, une période plus froide, une période plus chaude. Néanmoins, Victor, quand il va créer les expéditions polaires mécanisées après-guerre, il comprend que la masse de glace au Groenland joue un rôle sur le climat de l'hémisphère nord, sur le Gulf Stream notamment, et qu'il faut l'étudier. Et que les moyens mécanisés vont permettre de faire des carottages, etc. Et c'est ce qu'il va reproduire aussi en Antarctique, mais à une époque où pendant 40 ans, on peut le dire, que les gens aillent faire des expéditions dans les glaces, des carottages, des analyses, etc. C'était regardé, on ricanait, quoi. Ouais, sûr, ouais. Alors que maintenant, ils sont extraordinaires, etc., etc. Donc, chaque époque a Absolument, sa vision. Sa vision. Et justement, en quoi il était visionnaire? Est-ce que ça a été sur la médiatisation
de ces choses-là? Il est... Son approche? Ouais, il est visionnaire parce qu'il sait qu'il faut partager. Alors avec en corollaire cette propension à prendre la lumière plus que les autres. Oui. Donc ses camarades... Qu'à le faire. Ouais, mais ses camarades d'expédition, au départ, le prennent mal, mais il est charismatique. Il a une gueule, il a des beaux yeux bleus, il a une présence, il a une voix. Et il sait synthétiser, raconter les histoires. Et derrière, ses fils, ses héritiers, ce seront Jean-Louis Etienne qui applique les mêmes techniques. Cousteau. Voilà, Nicolas Hulot qui s'en inspira, qui se rapproche de lui. En tout cas, les premières années où Nicolas Hulot, vous mettez dans les explorateurs. Les premières années, avant qu'il crée Ushuaïa, avant qu'Ushuaïa soit la grosse usine, c'est un journaliste un peu comme Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous, il voyage, ils vont rencontrer les autres. Klein faisait ça aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est aventurier, oui, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'un aventurier, qu'est-ce qu'un explorateur? On pourrait faire 3 heures. Et mon président de la Société d'explorateurs, Olivier Archambault, vous dira que l'exploration, c'est la science, c'est la recherche avant tout. Moi, j'y oppose une petite nuance en disant qu'on n'est pas obligé d'être diplômé de Bac plus 18 en ethnologie ou en glaciologie. Voilà. Et Victor, pour y revenir, lui, il est précurseur parce qu'il comprend qu'il faut médiatiser. Il est précurseur parce qu'il comprend que l'ethnologie et la guerre cassera tout, donc ça réorientera sa carrière, que l'ethnologie peut éclairer l'histoire de l'humanité. Il est précurseur parce qu'il a un vieux rêve de vivre en Polynésie et il va mettre ce rêve à exécution à sa retraite. Donc il va vivre les 20 dernières années de sa vie à Bora Bora, sur un motu, un petit îlot. Mais il va encore lui arriver, c'est qu'à Bora Bora, il gardera un lien avec la France, il ira souvent avec la France hexagonale ça sera le vieux sage, moi c'est comme ça que je vais le connaître, un homme aux cheveux blancs qui vient vous donner un peu ses enseignements. Mais en 91, 4 ans avant de mourir, il va être victime alors il a eu victime d'un AVC, il va être victime aussi d'un cyclone, le cyclone Vasa, qui va ravager tout son îlot et toute sa bibliothèque. Donc c'est un destin comme tout à chacun, avec des hauts, avec des bas, mais à chaque fois, moi j'ai une interview où il a le cyclone Vasa qui a tout ravagé, et il dit avec un espèce d'accent jurassien, c'est pas la première fois que j'aurai des emmerdes, faut savoir se relever, faut se bouger le cul. Il est marrant parce qu'il est intellectuellement très bien câblé, mais il a aussi un pragmatisme très jurassien. Ouais, donc, de la terre quand même. Ouais, voilà, on y va quoi. C'est vachement bien. Ouais. C'est une vraie leçon d'ailleurs. Ouais, moi je trouve, ça fait 20 ans qu'il est rentré véritablement dans ma vie dans ce que j'ai fait, je suis ni moi dans la complaisance, la fascination ou la critique. J'essaye d'être à hauteur d'hommes et de femmes. Et ce personnage, lui, il est attachant. Alors que j'ai travaillé sur d'autres exploratrices qui le sont moins, parce qu'il y a ce romantisme, il y a ces illusions, il y a cet amour de la planète, l'amour des autres, ses erreurs, et puis c'est un artiste. Enfin, moi j'y suis attaché et je l'ai jamais rencontré de son vivant. Donc on me l'a reproché en me traitant de tartempion, comme si il fallait connaître les gens pour s'y intéresser. J'ai pas lu Napoléon, mais j'ai écrit un bouquin dessus. Ouais, voilà. Et l'avantage que j'ai eu, j'aurais peut-être pas ce cadeau 2 fois, c'est que j'ai eu accès à toute sa correspondance, toute son intimité. Donc j'ai l'impression, peut-être de le connaître. Et par sa fille notamment. Donc, ouais, et puis je suis très proche de Daphné, sa fille. Je suis emmené sur le terrain son jumeau Stéphane, il y a maintenant 18 ans, sur les traces de son père au Groenland oriental. Ah ouais. Jean-Christophe, qui était le fils aîné, le dessous des cartes, et qui, lui, avait vraiment... on avait même oublié que c'était le fils de Paul-Émile, qui était d'ailleurs le fils préféré. J'ai réussi quand il a lu la bio, que j'avais coécrite avec Daphné, il était épaté, donc j'ai passé une soirée à lui commenter toute la vie de son père. Wow. Il m'avait enfin ouvert les portes de son cœur, etc. Et malheureusement, 3 semaines plus tard, il décédait. Et puis j'ai été avec Teva, qui est l'enfant du 2e mariage, sur le motu Tane à Bora Bora, l'interviewer. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.